Bon, bonsoir à tous. On va faire un petit prélude en fait, puisque nos collègues scientifiques ont enchaîné avec les présentations qui se sont déroulées dans l'amphi 400 tout à l'heure, et on va leur laisser un peu le temps de recharger les batteries. Donc, je vous propose, en attendant, de vous présenter le projet hip-hop. Nous avons 4 ambassadeurs ici, et plutôt que de continuer à parler, je vais laisser les images vous expliquer d'elles-mêmes ce que c'est que ce projet. Combien parmi vous ont participé à la Nuit de la Science dans les autres animations du village? Un petit sondage. Ben, soyez pas timide. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, qu'est-ce que vous en avez retenu de cette soirée, le temps que la mise en place se fasse? C'est une bonne initiative, comme ça se fait un peu partout en France, en métropole, et ça donne envie de refaire des études, quoi. Ah, c'est chouette, hein. Ça donne envie de refaire des études. Merci à Gilles Durieux, qui est l'organisateur de cet événement, professeur à l'université. Et puisque j'ai le micro, je ne peux pas encore présenter tout le monde. On n'est pas vraiment en place, en fait. Donc, vous excuserez quelques couacs du direct. Et il y avait aussi des personnes ici qui ont participé à la Nuit de la Science dans le public, il me semble avoir vu. Oh, la dame rougit. Vous, non? Voilà. Alors, vous, qu'est-ce que vous en avez retenu? C'était très très sympa, très intéressant. Il y avait plein de sujets différents. Ce soir, on devait aller au ciné et puis j'ai convaincu mon chéri d'aller nous instruire. Donc il est un peu dégoûté parce qu'on n'est pas au ciné, mais voilà, moi je suis très contente d'être là. Bon, on lui demandera son avis à la fin, parce que ça sera quand même un peu le cinéma, hein, puisqu'on va parler de vidéos dans cette séance de la Nuit de la Science. Et on espère vraiment que vous allez partager notre propre passion. Bon, moi, je travaille à l'IRD, comme est marqué le gros logo là. Donc, c'est vrai que je ne suis pas objective, mais voilà, la science, ce n'est pas que des gens dans leur laboratoire enfermés et puis pas marrants. Et on a aussi le lien, et les ambassadeurs et les jeunes curieux qui sont là et ils ont le trac. Donc, j'espère que vous serez indulgents. On vient de s'entraîner pendant 1 heure. Parler en public, c'est déjà pas évident, mais parler en public avec un micro dans une grande salle comme ça, voilà. Donc, est-ce que c'est bon? On peut passer à la présentation du projet hip-hop en images. Les faits que l'on subit ici attestent bien de la montée des eaux. Quand on dit que le récif devient blanc, oui, je l'ai vu, mais il repousse. La terre et la mer. Ça va changer, tout à fait. C'est de pire en pire. Là. Alors, le temps de laisser un peu mes collègues récupérer, si vous le voulez bien, quelques questions. Alors, quand vous voyez un truc comme ça, pour vous, ça vous inspire quoi, en fait? Ce serait quoi les mots-clés du projet, là? On va voir si on a été bon en vidéo, hein. Qui se lance? Que ça vise plus la protection de l'environnement. Ouais, protection de l'environnement. Qu'est-ce que ça vous inspire d'autre, le genre de clip qu'on a fait, là? Le lanceur d'alerte, en quelque sorte. Lanceur d'alerte, ça me plaît. Où est-ce qu'il est, mon collègue Nicolas? Il est d'accord avec ça? Un autre dernier petit mot-clé? Les témoignages des locaux. Témoignage des locaux. Bien, vous avez tous gagné, c'est effectivement ça. Et j'espère qu'à la fin de la soirée, vous voudrez bien vouloir faire partie de notre réseau hip-hop. Alors déjà avec nous, ce soir, dans le panel, donc Gilles Durieux, professeur de l'UNC. Tu veux dire quelques mots pour te présenter? Je crois qu'il y a un autre micro là avec vous.
Il y en a 2, c'est celui-là, voilà, à partager. Donc donne-le d'abord à Gilles. Donne d'abord à Gilles. Donc j'ai organisé cette année avec plaisir, hein. Donc la nuit de la science, j'ai fait la même chose l'année dernière. Et donc le but là de ce débat, c'est l'année dernière c'était plutôt sur l'intelligence artificielle. Puis là on a changé, hein. Donc c'est le réchauffement global, c'est aussi un sujet très à la mode. Et donc on va tous les deux avec Christophe faire peut-être une introduction rapide avec des mots, je pense, simples de vulgarisation. Et puis ensuite, on va interagir au travers de vidéos, donc par tranche de 15 minutes. Comme ça, on va dépasser un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein. Donc sur des vidéos que l'on va commencer. Alors peut-être qu'on va commencer par présenter une vidéo qu'on avait dit de l'ADEME qui est très bien pour illustrer le réchauffement global. La Terre, notre belle planète bleue. Dans les films, elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien, c'est le changement climatique. Explication. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, ce n'est pas énorme, me direz-vous. Détrompez-vous. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergie fossile, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction de bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun et les transports partagés. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons nous adapter à la hausse des températures et à la modification du climat. Certaines cultures qui demandent trop d'eau pourront être remplacées par d'autres, mieux adaptées au climat. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre le changement climatique. À nous d'être des super-héros. Retrouvez toutes les solutions sur le site de l'ADEME. Pour introduire le débat,
On va écouter Christophe Menkes, qui est directeur de recherche à l'IRD et qui va nous exprimer un petit peu le changement global, enfin les effets du changement global, donc sur quelques transparents. Voilà, donc je vais vous lire. Oui, donc en fait, là, je vais essayer d'être rapide. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que vous voyez ces courbes là. Il y en a une en particulier qui représente le CO2. Donc ça a été issu de mesures faites dans des carottes glaciaires. Ça remonte aux 600 000 dernières années. Hein. Donc ici, on est à 600 000 ans. Et puis, vous avez une série qui décrit 600 000 ans jusqu'à maintenant. On est ici, nous. Et ce qu'on voit, et c'est un peu ce qui a convaincu la plupart des gens, c'est que le CO2, évidemment, a varié dans le temps. Il y a eu des glaciations, des déglaciations. Donc il y a une variabilité qu'on dit naturelle. Et puis, depuis 1850 ou 1900, on a des augmentations très, très brutales de tous les gaz à effet de serre. Et cette brutalité d'augmentation, sur l'échelle qu'on voit là, elle vous paraît peut-être pas brutale, mais en fait, sur cette échelle-là du climat, elle est très brutale. C'est un peu ce dont parlait Ricardo. Il disait, finalement, on a une augmentation assez brutale de la température. Et donc, est-ce que les coraux vont pouvoir s'adapter? Donc, on en est là. Et comment on étudie le climat futur? On est obligé, pour étudier le climat futur, de faire des projections climatiques. Et ces projections climatiques, qui vont nous donner le climat du futur, elles dépendent en particulier des scénarios de gaz d'émissions à effet de serre. Et les scénarios de gaz d'émissions d'émissions de gaz à effet de serre, pardon. Cela, cette problématique, quels sont les scénarios d'émissions, elle est très vaste. Elle intéresse énormément de gens, dont des économistes, à savoir, ça va être relié à la façon dont nos sociétés vont évoluer. Donc on a différents scénarios selon le type de société, selon le développement de différents pays dans le temps pour le futur. Donc c'est une problématique, changement climatique, qui intéresse en fait, qui est extrêmement multidisciplinaire, qui est très intéressante du point de vue du chercheur en particulier, parce qu'elle touche à tout un tas de domaines, qui va de l'économie, sciences sociales jusqu'aux sciences dures. Donc pour regarder ce qui se passe dans le futur, on est obligé de faire intervenir ce qu'on appelle des modèles de climat, qui sont des représentations idéalisées du fonctionnement de l'océan, de l'atmosphère, ici vous voyez des petites boîtes, des interactions entre tout, et de la biosphère, etc. Donc on est obligé d'utiliser des modèles de climat pour le futur, avec des scénarios de gaz à effet de serre qui vont dépendre du type de société qui vont se développer, du type d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a tout un tas de choses qu'on ne connaît pas trop dans le fonctionnement de la planète, hein, c'est extrêmement compliqué, hein, mais on s'est aperçu en fait, qu'on est assez bon en fait, dans ces modèles-là pour reproduire l'évolution des températures sur en particulier les 200 dernières années. Le fait qu'on soit assez bon, malgré le fait qu'on ne connaisse pas tous les processus, ça nous donne une légitimité sur l'intérêt d'utiliser ces modèles et leurs projections futures. Alors là, je dis que la science du climat a énormément évolué quand les sciences de l'informatique ont évolué, les sciences du calcul ont évolué. Ça a permis vraiment de pouvoir faire des projections de plus en plus fiables. Donc ça, c'est un aspect très important. Nous, du point de vue de la physique, c'est conditionné à des centres de calcul comme ça. Et là, vous avez 12 000 cœurs qui travaillent en concert. Quand on fait des simulations du climat, on utilise des ordinateurs massivement parallèles et qui calculent sur énormément de processeurs. Et ça, c'est réservé globalement aux pays qui sont capables de se payer ces choses-là. En Nouvelle-Calédonie, on a ça, par exemple. Donc avec ça, sans vainqueur, on ne peut pas faire des scénarios climatiques. On n'est simplement pas capable. Donc seuls les pays développés, généralement, ou les grands pays, ont des modèles de climat. Alors, une chose que ces modèles permettent de faire, c'est de ne pas s'arrêter en 2100, parce que le temps ne s'arrête pas en 2100. Et donc ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste à chaque fois, c'est que souvent, on se projette à 2100, et déjà, on nous dit 2100, c'est trop loin, donnez-nous ce qui va se passer en 2050. Donc, on peut dire, voilà, en 2050, ce qui va se passer, mais le temps ne s'arrête pas en 2100, ni en 2050, il continue. Enfin, si on existe encore, il continue. Et on est capable, avec ces modèles, de faire des scénarios jusqu'à n'importe quel horizon. Et là, je vous montre. Ah oui, alors, je vous montre si... voilà. Nous,
Alors ici en haut, vous avez la courbe d'émission de CO2. Ce sont des scénarios, hein. Donc la courbe rouge, c'est la courbe d'émission du CO2. On se trouve ici, nous, sur la courbe rouge, c'est-à-dire la courbe qui émet le plus de CO2. C'est ce qu'on appelle le scénario pessimiste, mais c'est en fait le scénario d'émission de gaz à effet de serre sur lequel on se trouve, malgré les différentes conférences, les accords de Kyoto, les accords de Paris. Donc, malgré ça, on se trouve toujours sur cette courbe rouge et on continue d'être sur cette courbe rouge. Donc, si on continue la courbe rouge, admettons on la continue, vous avez le résultat sur la température de la planète qui est ici en rouge. Donc, si on continue la courbe rouge comme ça, en 2200, on est à 8 degrés en plus sur toute la planète. Donc ça, c'est un scénario. Voilà. Maintenant, si on ne continue pas sur la courbe rouge et si on suivait les accords de Paris qui disaient on limite à 2 degrés le réchauffement de la planète. Alors les accords de Paris, c'est la courbe bleue. Alors, d'accord. Les accords de Paris. Ça veut dire qu'on est obligé d'arrêter ou de décroître nos émissions de gaz à effet de serre en 2050. Donc 2050, c'est demain. Hein. En 2050, il faut commencer à décroître les émissions globales de gaz à effet de serre. Et donc ça, à mon avis, mais c'est personnel, c'est vraiment très très peu probable. Bon, bref, si on est sur la courbe bleue, donc on décroît en 2050 les émissions de gaz à effet de serre et on les réduit jusqu'à ce qu'il y en ait 0 en 2100. Donc il faut en plus qu'il y en ait 0 en 2100. On se retrouve quand même sur les 100, 200, 300, 400 prochaines années à une température moyenne de la Terre supérieure à 2 degrés partout. Donc c'est aussi un phénomène qui est enclenché et qu'on ne reviendra pas en arrière sur ça. Donc il faut avoir ça, conscience de ça, c'est que c'est irréversible et qu'on a au minimum 2 degrés en plus sur la planète dans les 200, 300 dernières années, dans le meilleur des cas, si on réduit complètement nos émissions de CO2. Bon, ça c'était... je vais passer vite. Je vous passe sur le niveau de la mer et je vais vous donner un petit exemple en Calédonie. Donc, ici, vous avez, sur cette carte, donc la Calédonie déjà, vous avez la couleur représente le nombre de vagues de chaleur qui sont observées par an en Nouvelle-Calédonie. Donc, une vague de chaleur, elle est définie, on peut la définir de différentes manières. En particulier, en Calédonie, une vague de chaleur, c'est des températures supérieures à 35 degrés qui durent plus de 3 jours. C'est comme ça qu'on définit une vague de chaleur. Et il y en a environ 1 à 2 sur le territoire par an, en moyenne. Donc ça, c'est ce qui est observé actuellement. Donc dans le scénario sur lequel on se trouve actuellement, si on regarde en 2100, le nombre de vagues de chaleur, il est indiqué sur ce graphique-là. Donc sur la côte ouest, on a jusqu'à 12 fois plus de vagues de chaleur par rapport à maintenant. C'est-à-dire qu'on a environ 160 jours de l'année où il fait plus, en l'occurrence, de 38 degrés. Donc pour moi, personnellement, ça c'est pas de la science-fiction. C'est que si on continue à émettre comme ça, vu la qualité des modèles de climat, je crois réellement qu'en 2100, nous aurons 160 jours de l'année où il fait plus de 38 degrés. C'est-à-dire la moitié de l'année, ce qui est énorme. Voilà, c'était juste... voilà. Merci Christophe. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur ce point ? Excusez-moi, mais je vais vous demander de répéter la question parce que comme vous pouvez le voir, c'est filmé par Caledonia et pour pouvoir l'enregistrer, voilà. Alors, sur les graphiques que vous présentez sur le PowerPoint là, on veut voir la situation actuellement et la situation future des vagues de chaleur. Je voudrais savoir qu'est-ce qui explique que certaines zones, par exemple comme les îles Loyauté, on voit une diminution justement de ces vagues de chaleur, tandis que sur la côte ouest de la Grande Terre, on voit une augmentation de ces vagues de chaleur. Alors, ce qui explique la différence entre la côte ouest et la côte est sur la météorologie, c'est essentiellement la chaîne de montagnes. Donc, le fait que ce qui se passe, c'est que l'humidité et les précipitations, les pluies en particulier, sont bloquées en moyenne par les alizés sur la côte est.
Et en fait, le régime de température sur la côte est subit beaucoup moins de vagues de chaleur d'une manière générale, parce qu'on a un régime beaucoup plus humide avec beaucoup plus de précipitations. Actuellement, on voit que sur la côte est, là, c'est en jaune. Oui. Donc ça correspond, si on voit bien, à deux... Oui. Je ne sais pas trop combien. 2 par an. Deux par an. On va dire. Et... Alors l'échelle n'est pas la même, c'est-à-dire que si tu regardes maintenant sur la côte est, le futur, c'est on va dire du bleu au minimum qui est 5 fois plus quand même. C'est pas la même échelle. Okay, c'est pas la même échelle. Ouais, là, donc c'est ça que tu dis. Ici, là, on en a à peu près 2, c'est jaune. Ouais. Et tu te dis, ah ben là, il y en a moins. En fait, là où, au nord ou dans les îles de Loyauté, c'est vraiment bleu foncé. Ah oui, bon, ça, oui. Bon, je ne sais pas si tu veux, ces petits détails-là ont une réalité, en fait. Moi, ce que je regarde, là, c'est plutôt les grandes tendances. C'est vraiment marquant, mais c'est juste que ouais. J'avais juste le nord et puis les îles de Loyauté. Je voulais savoir comment on explique ce phénomène. C'est une bonne question. Je ne sais pas si je sais vraiment. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez un avis sur les impacts de la mine et des industries en Nouvelle-Calédonie sur les changements climatiques, juste de la région en fait, de la région et des îles. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'universitaire? Ce serait, alors attends, si j'essaie de me demander comment il pourrait y avoir des impacts. Donc il peut y avoir des impacts, enfin à mon sens, sur le fait qu'on change la nature des sols. Et donc ouais. Alors je pense que c'est compliqué. En fait, il faudrait savoir, sans même parler du changement climatique, qu'est-ce qui se passe quand on change la nature des sols sur l'atmosphère, en fait, tout court. Et ça, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on change la nature des sols, donc on change la façon dont le soleil est absorbé ou se réfléchit, d'une part, et d'autre part, on change la végétation, donc, qui également interagit avec l'humidité et la température de l'atmosphère. Donc, effectivement, ça doit être vachement compliqué, et moi, je ne sais pas du tout, en fait, comment ça marche. Mais... Oui, alors il y a une troisième chose, c'est la mine avec ses procédés, et en particulier ses centrales. Faut qu'on rejette. Alors, je ne sais pas si la question va jusque-là. Donc, tu parles des rejets atmosphériques, là, plutôt. Alors, attends que je réfléchisse. Donc, par exemple, les rejets, quand on a du soufre, et si on utilise des carburants, des combustibles très soufrés, comme c'est le cas, en particulier quand on utilise du charbon, on a plutôt tendance à refroidir l'atmosphère. Le soufre. Par contre, si on dégage du gaz carbonique, là on a tendance c'est un gaz à effet de serre, donc là on a tendance à réchauffer l'atmosphère. Enfin, je ne peux pas répondre à ta question en fait. Je suis en train de me demander si j'avais à réfléchir sur cette question, qu'est-ce qu'il faudrait que je sache. Là en fait, pas sur la Calédonie. Là d'après sous contrôle de Christophe, ce sont des modèles en fait qui sont à l'échelle mondiale, qui sont ou à l'échelle régionale plutôt, à l'échelle du Pacifique, et sur lequel on fait un zoom sur la Calédonie. Mais effectivement, il peut y avoir après des petites variations qui sont dues à des comportements, mais là, ils ne sont pas considérés. C'est vraiment les tendances qu'on a ici. Bon, on va avancer dans le débat. Donc, je vais vous présenter quelque chose de très rapide. C'est une technique. C'est en fait une technique de surveillance de la qualité des eaux, plus exactement, mais qui ici va être appliquée au changement global. Donc l'idée, c'est d'utiliser une technique qui s'appelle la valvométrie. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, parce que ça a été installé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années. C'est une technique qui consiste à... Si on prend un bénitier, on colle de part et autre des coquilles ici, des valves, donc des électroaimants, c'est des petites électrodes. On mesure un champ magnétique entre ces deux électroaimants, et à partir de ce champ magnétique, on mesure en fait, via un modèle physique très simple, on mesure un écartement valvaire. Donc on va suivre en gros l'ouverture et la fermeture de l'animal au cours du temps. Donc c'est ça qui est fait. Donc plus précisément, la valvométrie. Donc ici on a une poche, on va dire à bénitier. Dedans on a des bénitiers, il y en a 16 au total. Chacun est équipé de 2 électrodes. Ces 2 électrodes sont reliées à un système électronique
Voilà, là c'est pour des huîtres, c'est la même chose, hein, même système. Et les électroaimants en fait sont de taille d'allumette, donc c'est très léger. Hein. C'est une technique non invasive, bien sûr. Le but du jeu, c'est pas d'enregistrer la perturbation de l'animal en termes d'ouverture et de fermeture. Ensuite, on a développé 2 petites cartes électroniques qui font 0,5 watts parce que le but de l'opération, c'est de pouvoir utiliser ce système un peu partout dans le monde. Et donc, on ne peut pas brancher un ordinateur partout. Hein. Il n'y a pas toujours une prise de courant à côté, surtout si on se trouve dans la banquise, dans le Spitzberg par exemple, donc c'est pas possible. Donc 2 cartes électroniques ont été développées de 0,5 watts avec un système d'exploitation sous Linux, ceux qui connaissent un peu, donc qui consomme le moins d'énergie possible. Et donc ici, notamment en Nouvelle-Calédonie, ça a été équipé de panneaux solaires de façon à avoir une autonomie totale, c'est-à-dire que aucune intervention humaine pendant 1 an, voire 1 an et demi. Donc ensuite, bien sûr, bon, moi je suis mathématicien, donc je modélise. Donc le but de l'opération, c'est qu'on va récupérer des données à très haute fréquence, parce qu'on peut choisir la fréquence d'acquisition. Par défaut, la fréquence d'acquisition, c'est 10 Hz, donc 10 mesures par seconde. On peut mettre du 100 Hz, donc 100 mesures par seconde. Il y a 16 animaux, donc, etc. Et tout ça, c'est bien sûr automatisé et transféré automatiquement. Donc les données brutes, les analyses mathématiques, donc la chronobiologie, c'est-à-dire les rythmes biologiques, etc. et les perturbations de ces rythmes. Donc le but de l'opération, c'est bon, le premier, donc on sort de la conférence, mais on y revient rapidement, c'est de déterminer par cet intermédiaire-là, donc un bivalve, des perturbations environnementales. Alors ça peut être une pollution via des métaux lourds, par exemple. C'est aussi un outil de modélisation donc, qui permettra de proposer des outils automatiques de surveillance de la qualité des eaux. Autrement dit, vous êtes derrière votre ordinateur et vous pouvez suivre donc l'évolution de la qualité des eaux par l'intermédiaire des signaux, des comportements, des signatures, on va dire, de comportements qu'on enregistre. Et ensuite, un objectif donc là, qui revient donc, sur le débat, c'est d'étudier les impacts physiologiques du réchauffement global sur un représentant de la faune marine, donc en l'occurrence ici c'est des bivalves, pris comme témoins, donc c'est des biosenseurs de l'évolution de son milieu. Donc l'acquisition des données, donc là c'est dans le sud, donc au niveau d'un récif qui s'appelle Yoro. Donc le système, donc toujours pareil, là vous retrouvez les bénitiers, donc il y en a 16. Ensuite le panneau solaire est à la surface. Et puis ce qu'on a fait, donc ça peut paraître, ça fait toujours rire les gens, hein. Donc c'est que les données, on va pas les récupérer tous les jours. Donc on a équipé donc les animaux, les bénitiers de cartes SIM, comme sur votre téléphone. Et ensuite les bénitiers se connectent sur Internet toute seule et transfère les données. Donc c'est quand même 1 million de données par jour approximativement. Les données sont transférées sur des ordinateurs, c'est des calculateurs qui permettront de faire les analyses et les diffuser automatiquement à une heure que l'on se fixe sur des sites web. Donc voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette technique a été installée ici, mais ailleurs, dans beaucoup d'endroits dans le monde, une vingtaine de sites dans le monde, et notamment dans le Spitzberg, bon, dans différents endroits, on va dire. Donc la fréquence, c'est ce que je disais tout à l'heure pour parler en termes de données, parce que bon, le but du jeu, c'est de modéliser, prédire ce qui peut se passer, et puis surtout, quand il y a des perturbations, de les déceler pour pouvoir se servir de ce type d'indicateur. Donc on est à 10 Hz, donc 10 mesures par seconde, donc c'est une acquisition qui est séquentielle, c'est-à-dire que chaque animal est interrogé l'un après l'autre, donc autrement dit, comme il est à 10 Hz, c'est qu'on est donc à une fréquence de 10 Hz, donc il y en a 16, et bien chaque animal est interrogé toutes les 1,6 secondes. Donc ça fait 108 000 mesures par jour pour un bénitier, 1 728 000 mesures par jour pour 16 bénitiers. Faites le calcul, ça fait 630 720 000 mesures par an. Et donc si vous regardez sur plusieurs sites, donc ça fait un nombre assez important de mesures. Mais c'est pas tout, parce qu'en parallèle, bien sûr, il faut mesurer autre chose. Il suffit pas de mesurer l'écartement valvaire, c'est intéressant, mais il y a plus intéressant. On corrèle tout ça, où on essaie de regarder quels sont les effets des différents paramètres environnementaux, ça peut être la température de l'eau par exemple, en fonction du comportement de l'animal pour regarder les perturbations et les changements. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de modèle, je ne vais pas parler de modélisation ici, mais bon, un exemple de modèle sur un signal. Donc ici ce qui se passe c'est qu'on a 24 heures, donc une journée, un animal, donc le bénitier, puis donc les données brutes. Et là ce qu'on va regarder, c'est pas tellement les données des acquisitions écartement, c'est qu'on va regarder plutôt les vitesses, parce que la vitesse d'ouverture ou de fermeture de l'animal, bien sûr s'il y a un prédateur il va se fermer plus rapidement par exemple, mais s'il y a une perturbation il va être plus agité, plus stressé, donc les vitesses vont changer. Donc là ce qu'on mesure c'est les estimations de vitesse qu'on va faire
via des algorithmes stochastiques qui permettront d'estimer correctement, donc on le voit bien là ça marche pas mal, et de résumer un peu les données qui sont quand même en nombre incalculable. Et donc là je vous présente le résultat d'un article qu'on a publié cette année d'ailleurs dans une revue de statistiques, de mathématiques, sur donc la Nouvelle-Calédonie, donc exactement sur les données que je viens de vous présenter, et qui va comparer en fait des périodes extrêmes de température. Donc ici, vous avez, alors, ce qu'on va faire, je vais expliquer clairement. On prend les estimations des vitesses, on a 16 animaux, on prend les différents temps, on fait on représente la distribution, donc la loi, on va dire, de ces vitesses pour la période chaude et la période froide. Voilà, et ce qu'on observe, c'est qu'on a, alors bien sûr, on ne s'est pas amusé à le faire sur 2 jours par-ci, donc on l'a fait globalement sur toute l'année et sur plusieurs années, et on voit systématiquement une perturbation, donc on voit des pics ici, on le voit bien ici, on a un mode là qui est décalé complètement entre une période et l'autre. Et donc ça, on l'a observé bien sûr sur d'autres animaux, dans le Spitzberg notamment, on voit le réchauffement global qui est très net et très caractérisé. On voit bien sûr c'est pas sur des bénitiers, mais on voit des changements, donc des perturbations, des changements donc de rythme et des vitesses d'ouverture et de fermeture notamment sur ces animaux. Donc autrement dit, cette technique, c'est une technique qui permet de suivre l'évolution des températures et les perturbations que ça peut avoir sur les animaux, donc sur des représentants de la faune. Voilà ce que je voulais dire. Si vous avez des questions. Moi j'en ai une par rapport aux toutes premières diapos, Christophe Menkes. Si on devait faire une projection sur comment serait la Calédonie par rapport à la pluviométrie et aux températures, à quel pays qui existe actuellement la Calédonie ressemblerait le plus? Est-ce que ça serait par exemple la Tunisie? Est-ce que ça serait le Sahara? Voilà, c'est avoir une image précise parce qu'apparemment on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça pourrait être quoi dans 50 ans par exemple? C'est vraiment des questions faciles. Hein. Nous, ce qu'on a prévu, c'est une réduction des pluies en moyenne entre 20 et 40% en 2100. Les températures, l'augmentation de 3 degrés des températures, je ne me rappelle plus. En fait, c'est assez homogène. L'augmentation des températures est prévue d'être assez homogène dans tout le Pacifique, en gros. Dans l'hémisphère nord, par contre, il y a une augmentation prévue beaucoup plus importante, en particulier sur tout le continent européen de l'hémisphère nord. Donc il faudrait chercher une région, je ne vais pas pouvoir te dire un pays, parce que mais il faut chercher une région où l'augmentation de température est de l'ordre de 3 degrés, c'est-à-dire à peu près dans tout le Pacifique, et même au nord, et où la pluviométrie va baisser entre 20 et 40%. Donc c'est plutôt dans des régions déjà désertiques, c'est là où il est prévu que la pluviométrie baisse, en fait. Il est prévu que la pluviométrie augmente dans les régions déjà pluvieuses et baisse dans les régions plutôt arides. Donc voilà, je sais pas plus répondre à ta question ça. Il faudrait qu'on cherche ensemble. Ouais. Ouais. Mais ouais. Juste, j'ai un. Alors bon, désolé là, j'ai un commentaire sur. Enfin, juste, je reviens sur la question de l'impact de la mine parce que c'est quand même c'est très compliqué cette question-là. Parce qu'en fait, la plus grande incertitude dans ce qu'on prévoit être quand on montre les projections, on montre toujours une incertitude. On dit toujours le climat, on aura 5 degrés plus ou moins 2 degrés. Ce sera entre 2 et 6 degrés. On donne toujours une gamme d'incertitudes. Et en fait, cette incertitude-là, elle vient du fait qu'on ne comprend pas vraiment comment fonctionne l'impact des aérosols. L'incertitude sur les projections vient d'abord de notre méconnaissance sur comment fonctionnent les aérosols. Donc la mine, c'est un bon exemple, parce que quand on a dans cette industrie, on brûle du fioul ou du charbon, on rejette des gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère, mais on rejette en même temps des aérosols, c'est-à-dire des poussières, des particules, qui souvent, elles, ont un effet inverse. Donc je redis, le soufre, ça refroidit l'atmosphère. Quand une explosion volcanique, ça refroidit l'atmosphère. Donc c'est très intéressant, cette question-là, elle est extrêmement compliquée. Parce qu'on a effectivement des effets adverses dans
dans les processus, dans les procédés de transformation. On va continuer un petit peu, donc on va passer peut-être au domaine de la montée des eaux et de l'érosion du littoral. Donc on va passer un petit film et on va interagir assez rapidement parce qu'on va accélérer un peu parce que sinon on va finir très tard. Oui, merci Gilles. Donc là, vous avez eu une vision du changement climatique tel qu'il est examiné par les spécialistes et les scientifiques. Beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques, beaucoup de graphes, beaucoup de modélisation. Mais pour la vie des gens au quotidien, qu'est-ce que ça peut vraiment dire? Eh bien voilà, tout à l'heure, quand on avait envoyé le teaser de hip-hop pour meubler un peu le temps entre l'installation de la session, parmi vous, il y a eu des mots qui étaient donc lanceur d'alerte, préservation de l'environnement, témoignage. Eh bien, je vais inviter notre première ambassadrice hip-hopper du projet à venir prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Béatrice Jacquin. Je suis étudiante en première année de BTS Communication au lycée La Pérouse. Et donc, je suis d'origine wallisienne et j'ai profité d'aller à Wallis pour tourner ma capsule hip-hop. Donc, je vous invite à visualiser la vidéo. Ko toku hingoa ko ki kano I Sosefo ne au tupu I te afe I vange au whangfuru manima I te aho hongofuru mafitu o Surio I mua ko te potu sau te aia o uvea. Alors, je peux vous dire que les phénomènes du réchauffement climatique, ça se concrétise finalement dans nos petites îles du Pacifique. Et puis que j'ai vécu ici, là, j'ai constaté les phénomènes qui ont détruit pas mal nos îlots et puis même sur la grande terre. On voit un petit peu en face là. Vous voyez là? Alors pour nous, l'érosion, c'est ça là. Les racines que la mer, que les vagues, à chaque fois, à la marée montante, à la marée haute, ils enlèvent les sables et les graviers, puis voilà tout ce qu'on trouve. Voilà, on constate ces phénomènes partout dans cet îlot. Nous ne savons pas si cet îlot va résister jusqu'à quand. Quand on fait un fait tout, quand on e wheara ke koto whai o hinga mo mātou ani e mauri te uki motu liliki ani e purinoa te Pasifika. Alors, donc voilà, pourquoi sommes-nous impactés par le phénomène de l'érosion et que doit-on faire? Qu'est-il possible de faire pour changer ce phénomène? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Pourquoi on est impacté? Alors, en fait, c'est intéressant parce que ça introduit une notion supplémentaire, c'est que le changement climatique, c'est donc des grandes tendances. On prévoit, par exemple, typiquement à Wallis, je pense que la mer monte d'environ 2 à 3 mm, mettons 3 mm par an, ce qui est tout petit. Hein. Bon, maintenant, si on projette sur 100 ans, c'est beaucoup plus. Et puis, ça peut s'accélérer. Mais en fait, en plus de cette lente montée des eaux, se superposent les vagues, la houle, des phénomènes de vent dont on sait que dont on prévoit que l'intensité, c'est pas français, dont l'intensité va augmenter dans le futur avec le changement climatique. Donc c'est plus ça. En fait, c'est la superposition de la lente montée des eaux due au réchauffement global et ces événements extrêmes de vagues, de houle qui provoquent l'érosion. C'est d'abord ça qui provoque l'érosion. Je pense que l'érosion qui est constatée là, je pense, c'est pas une érosion liée, là, le constat en ce moment, pas une érosion liée au changement climatique, c'est une érosion liée à la modification des houles et des vagues qui vient de la variabilité naturelle. Est-ce qu'il y a aussi un phénomène
plaque tectonique qui intervient aussi. Est-ce que le Pacifique bouge de la même façon partout ou pas? Non, le Pacifique bouge pas partout. Donc il faut comprendre, pour la question de l'érosion, donc du niveau de la mer, il faut comprendre d'une part comment l'eau. Donc il y a plusieurs phénomènes en fait qui interviennent dans le niveau de la mer. Il y a le fait que l'eau, par exemple, se dilate avec la chaleur. Donc naturellement, avec le changement climatique, l'eau va se dilater. Donc il va y avoir naturellement une montée des eaux. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est la montée des eaux relative à la Terre. Or, et donc la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe pour la Terre? Est-ce qu'elle descend? Parce que la Terre a des mouvements tectoniques. Et donc, il y a des endroits qui sont en train de descendre. Au Vanuatu, il y a ce qu'on appelle la subsidence, par exemple. Donc, il y a des îles, on le sait, hein, les îles se modifient. Donc, il y a des îles qui descendent et d'autres qui montent. Pas partout pareil, parce que ça, c'est de la tectonique. Il faut connaître les deux composantes. La manière dont la tectonique, les plaques, la Terre descend ou monte, et la manière dont l'eau elle-même se dilate. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je voudrais juste rajouter aussi un élément avant d'avoir la seconde question sur ce que ça peut évoquer en fait. Il faut savoir qu'une île en fait ça vit. Une île, le littoral, c'est quelque chose qui est dynamique. Et en fait, quand on regarde les images satellites, quand on regarde les évolutions sur 50, 100 ans de certains îlots, en fait, ils bougent beaucoup en fait. Alors la question c'est est-ce que c'est dû en fait au changement climatique? C'est ça et c'est là où il faut faire assez attention en fait sur les phénomènes à courte échelle, surtout pour les humains et avec leur expérience. C'est que en fait, si on regarde les humains, en fait, ils s'imaginent que ils se reprojettent. Donc ce monsieur se dit tiens, quand j'étais dans mon enfance, ça ressemblait pas à ça et maintenant ça a changé. Mais c'est quelque chose il faut se méfier en fait de cette impression. Cette impression, il faut la regarder scientifiquement sur du long terme avec des mesures. On sait que la montée des eaux en Nouvelle-Calédonie, par exemple, elle est extrêmement lente. Pourtant, ça bouge le littoral, mais il a toujours bougé. Et il y a des questions qui se passent dans certaines îles. Il y a par exemple, on peut avoir des plages qui diminuent à certains endroits et augmentent à d'autres. Et donc, c'est toujours difficile de savoir, de séparer en fait ce qui est dû au changement climatique, ce qui est dû à des activités humaines, parce que si on prend par exemple du sable, ça va inévitablement créer de l'érosion. Ce qui est dû en fait aussi à simplement la dynamique classique en fait du littoral. Je prends la parole juste pour. Tu es en train d'expliquer le phénomène actuel dû à l'érosion, etc. Mais c'est clair que dans l'avenir, je crois, je ne suis pas du tout expert en ça, l'élévation de la mer, ça va être une réalité. Donc, ce phénomène va être plus accentué, plus je reviens à la question parce que si j'ai bien compris, une des questions du métier, c'était qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai eu la même question en Papouasie, quand j'ai travaillé dans un village où vraiment on était sur la mer, sur l'océan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne peux rien dire. Je ne pouvais pas dire comment bloquer. C'était impossible. Donc, ma suggestion, très naïf, c'est de dire... vous, les tribus du littoral, vous devez vous considérer s'il y a de l'espace plus vers l'intérieur, plus élevé sur la montagne, voir s'il existe cet espace et entre vous, vous mettre d'accord de comment bouger votre population, votre tribu, qui a le droit de le faire, qui n'a pas le droit de le faire, pour les faire un jour, parce que vous devrez les faire un jour. Érosion ou pas, la montée de la mer, ça va arriver. Donc, préparez-vous, c'était ma seule réponse, préparez-vous que ça va arriver et vous ne devez pas au dernier moment dire ma tribu, où il va aller, cet espace est déjà occupé dans l'autre, etc. Mettez-vous d'accord. C'était mon conseil pour répondre au monsieur. J'ai une question qui va peut-être paraître un peu candide, mais il y a toujours eu des changements climatiques. Alors, est-ce que le changement climatique actuel est naturel, mais tout simplement accéléré par notre pollution?
Le changement climatique, non. La tendance actuelle sur le taux de CO2 dans l'atmosphère, la brutalité avec laquelle il a augmenté et les températures, la façon dont les températures augmentent et la brutalité avec lesquelles elles augmentent de manière complètement corrélée aux gaz à effet de serre, c'est pas naturel. C'est vraiment, pas de la variabilité naturelle. Ça, On est c'est vraiment dans un phénomène de pollution. C'est la main de l'homme. Oui, on peut parler de la pollution, on peut parler de pollution. Non, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Sans remettre en cause du tout le changement climatique, je pense qu'il faut quand même que les êtres humains se remettent en question et à l'échelle des temps géologiques, si il y a des changements climatiques tout le temps, pas à cette vitesse-là, je suis d'accord, mais nous, êtres humains, on n'a pas conscience qu'on est dans une période interglaciaire, qu'on va repasser dans une période glaciaire tôt ou tard. Donc quand on parle des 2 degrés irréversibles, à notre petite échelle, oui, mais Milankovitch, il se retournerait dans sa tombe si on lui disait qu'on ne va plus jamais passer dans une période glaciaire. Donc je pense que nous aussi, il faut qu'on... je pense que aussi, nous, il faut qu'on ait conscience que quand nous, petits humains, on installe notre tribu ou notre maison à un endroit, tôt ou tard, à l'échelle dans 100 ans, 1000 ans, les littoraux vont changer, la montée des eaux. Regardez les grottes préhistoriques qui maintenant sont immergées. À l'époque, ils étaient bien là, ces gens-là. Donc le niveau de la mer, il a toujours changé. Mais effectivement, c'est pas la même échelle de temps. Mais je pense que nous, humains, en fait, on a l'impression que tout est immuable et que la planète Terre ne change pas. Alors que nous, on est là, on est une goutte d'eau sur l'échelle des temps géologiques et la montée des eaux, le changement des eaux, c'est quelque chose qui arrive pas quotidiennement, périodiquement et qui ne doit pas arriver à cette fréquence-là, je suis d'accord, mais qui arrive. C'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. La Terre change. Alors, moi, je suis d'accord avec ça, il y a de la variabilité naturelle. Là j'ai montré, mais je pense qu'on ne peut pas... pour moi, le point important, mais tu le dis, c'est l'échelle de temps. Parce que malgré tout, 600 000 ans, ce n'est pas 200 ans. Or, les vies humaines, on les compte en générations. 200 ans, on sait ce que c'est. 600 000 ans, on ne sait pas ce que c'est. En 600 000 ans, il s'en est passé des choses pour les civilisations humaines. Donc, certes, on est sur une variabilité naturelle, mais à tellement basse échelle par rapport aux générations humaines que je dirais que ce qui fait peur, c'est que nous sommes en train, nous humains, de modifier le climat à des échelles de 50 ans, 100 ans, 150 ans. Complètement. Mais des fois, j'entends des discours comme si, comme disait Ricardo, on devrait arrêter. Évidemment qu'il faut qu'on arrête de polluer, mais on ne peut pas arrêter des cycles naturels. On ne peut pas demander à la mer d'arrêter de monter ou de descendre et de détruire nos maisons. Il y a aussi un moment où on doit être humble et accepter qu'on est sur Terre et que la Terre change. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas arrêter de polluer. En fait, paradoxalement, je pense que c'est pas tellement effectivement vers l'humain que le changement climatique va avoir des impacts, des impacts les moins maîtrisés en fait, parce que l'humain il va s'adapter effectivement. Quelque part, comme tu dis, il y a des choses qui évoluent et dans la civilisation, ça peut même aller très vite. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir plein de choses, des maladies. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu dis que c'est pas la première fois que ça augmente la température sur la vie de la Terre et que c'est pas non plus la première fois. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu des périodes glaciaires où il a fait très très froid. Il y a eu des périodes où il a fait beaucoup plus chaud que maintenant, même avec l'augmentation. Il y a une chose quand même qui est très différente et c'est la première fois. C'est la première fois, je pense. Alors à voir parce qu'on a du mal à remonter dans le temps. Mais c'est la première fois qu'on a une augmentation aussi drastique en si peu de temps. Et là ça c'est problématique parce qu'on ne sait pas du tout comment la biodiversité va réagir, par exemple. On ne sait pas du tout comment la planète en elle-même peut réagir, peut s'adapter à ça. C'est-à-dire on a une confiance absolue sur le fait que la Terre elle est capable d'absorber des montées de température à certains endroits. Par contre, est-ce que les coraux vont être capables de le faire ? Est-ce que l'environnement va être capable de s'adapter ? Là, on est vraiment dans l'inconnu. Et je pense qu'il va y avoir des surprises. Il va y avoir effectivement, on va probablement avoir des espèces qui vont disparaître, d'autres qui vont s'adapter. Mais on est dans l'inconnu. Si les coraux, par exemple, typiquement,
c'est un vrai problème parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont capables de s'adapter avec des changements de température aussi importants. Ce qui fait une très belle transition avec la capsule suivante et je vais inviter l'ambassadrice, j'en perds mes mots, l'ambassadrice suivante à venir présenter son sujet. Bonsoir, je m'appelle Anaïs Vallon, je suis en première S au lycée La Pérouse. Et durant une semaine hip-hop à Borail, nous avons justement créé une capsule sur le blanchissement des coraux. Donc je vous propose de regarder ça. Je suis sur Borail, ma famille est sur Borail depuis plusieurs générations. Moi, je suis sur Borail depuis ma naissance. Et je fais la pêche au troca depuis... Je sais pas. Je sais plus. Ça fait longtemps, quoi. J'ai entendu parler beaucoup de changements, mais quand on dit que le récif devient blanc, oui, je l'ai vu. Mais il repousse quelques années après, une dizaine d'années après, le récif redevient comme ce qu'il était quand il est devenu blanc. Je ne suis pas un scientifique, mais bon, on m'a dit que c'était un réchauffement climatique, je pense, mais je ne crois pas trop. Il y a peut-être autre chose. C'est peut-être un cycle naturel. Que le récif, pour se former, il est bien obligé de mourir pour faire un gros caillou, puis le corail repose dessus. Parce que le récif, c'est quand même une masse de corail mort avec du corail vivant dessus. Peut-être ça serait eux qui devraient nous poser des questions, parce qu'on est plus souvent dans la mer qu'eux. Parce que on est quand même en permanence, on entend beaucoup parler, mais je vois pas beaucoup de gens plonger à côté de moi. Surtout des scientifiques. On les voit à la télé. Donc effectivement, vous imaginez la réaction de la communauté scientifique quand j'ai montré cette première vidéo faite par nos jeunes en toute innocence. Mais que font les scientifiques ? Est-ce que effectivement ce changement climatique qui blanchit les coraux, est-ce que c'est naturel ? Est-ce que c'est cyclique ? Est-ce que ça va se régénérer ? Ricardo, biologiste marin à Liardo. D'abord, c'est blanchisse. Blanchissement. Blanchisse. Hein. Ah, oui. Ok, très bien. Ah, lui, il a peut-être dit blanchiment. Hein. D'argent sale. D'argent sale. J'ai vraiment envie de répondre à cette question. J'aurais envie de voir cette monsieur, lui parler. C'est dur. On ne peut pas rendre les choses si basiques comme le monsieur qui va prendre les trocas en disant je voulais mourir et après revenir. C'est vrai un petit peu ce qu'il dit, mais tu ne peux pas les mettre dans un contexte de changement global, de changement climatique, parce que s'il y a vraiment une augmentation de température, si les coraux ne sont pas capables à s'acclimater, s'adapter, ils vont disparaître là, ils vont disparaître à côté, et il n'y aura plus de larves qui arrivent pour recoloniser. Donc c'est vrai que oui, il peut mourir par une invasion des acantastères ou par un blanchissement, mais les autres populations sont frais, forts, et donc les larves arrivent et recolonisent. Dans un contexte de changement climatique, il n'y a pas ça. Lui, dans ses années de pêche, il a vu des phénomènes arriver sur son récif et des colonies reprendre la place. D'abord, est-ce que c'est les mêmes colonies? Est-ce que c'est la même diversité qu'on avait avant? Est-ce qu'il y a une espèce seulement qui est arrivée sur son récif? Donc, c'est mon espèce. Et c'est pas joli à voir. Avant, peut-être, il y avait 150 espèces. On parle des richesses, des biodiversités. Et donc, c'est difficile, je ne sais pas. C'est clair que la température a un gros effet. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas un effet du changement climatique. C'est hors de question. C'est vraiment difficile. Y a-t-il des questions parmi vous par rapport à des commentaires sur cette interrogation, ce constat d'un pêcheur de troca et le regard du côté des scientifiques? Moi, j'ai une question. Et si, selon le monsieur, les changements n'ont pas d'effet sur les coraux, est-ce que le simple fait de marcher sur les coraux, ça a également un impact? Est-ce que l'humain impacte le
les coraux. Parce que moi, c'est ici j'ai découvert vraiment les coraux et je me suis rendu compte que ça se casse. Alors, est-ce que la fréquence, pour que ça repousse, est la même que... comme ça, on pourra casser et le lendemain, ça va repousser, quoi? Bien sûr, non, il n'a aucun effet. Elle peut marcher avec ses grosses bottes, non, parce que c'est les coraux. Les coraux, à la base, est résistant et dur, donc non, même si tu... En plus, franchement, si tu les casses à 1000 morceaux, il y a 1000 colonies. C'est génial, ça. Non, il y a une étude faite par une collègue Biocénose, c'est une association ici, il a fait l'étude à l'IFU, par exemple, par rapport au navire paquebot qui arrive. Et apparemment, l'effet énorme qu'il y a sur les récifs, c'est pas seulement l'encre qui a détruit un seul endroit, donc tant pis. Mais c'est vraiment les touristes australiens, qui sont notamment assez costauds, qui marchent sur les récifs et qu'ils détruisent tous. Ils ont vraiment eu un impact terrible sur les récifs. Voilà, pour répondre à ta question, oui. Qui fait ce type de pêche ici, à Côte-Blanche, etc., je les vois, ils font très gaffe, très gaffe. Peut-être Louis, là, je ne vais pas vous faire très gaffe sur son récif. Et les touristes ne font pas gaffe à ça, donc c'est vraiment qui vraiment détruit les récifs. Donc il y a d'autres menaces plus immédiates et directes liées à l'homme sur les récifs. Mais moi j'avais, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai réagi au fait que le monsieur pensait que le blanchissement était lié au changement climatique. Et je pense qu'on n'a jamais dit ça, en fait, ce blanchissement qu'on a vu l'année dernière ou il y a 2 ans, il a été lié à une vague de chaleur, mais on n'a jamais dit que c'était lié au réchauffement climatique. Donc je me suis dit, on a mal fait passer quelque part une information, nous. Et alors j'ai été surpris aussi de la défiance, enfin de la méfiance qu'il avait vis-à-vis des scientifiques. Et ça me peine parce qu'en fait on n'est pas là, on n'est pas des ennemis. Au contraire, on essaie de sensibiliser à des choses qui vont arriver, mais pas. Voilà, j'ai été surpris par ça. Mais oui, mais c'est justement tout l'intérêt de ce type de projet, des lanceurs d'alerte et une réflexion dans le sens reflet dans le miroir de ce que certaines personnes peuvent penser. Ce qui est intéressant aussi dans la réflexion qu'il a, c'est qu'il dit pourquoi on ne vient pas me demander, en fait. Et c'est vrai que de plus en plus, en fait, on demande on fait des observatoires participatifs dans lesquels on essaye d'engranger des informations. Sur les acantastères, par exemple, ça existe. Des personnes en fait qui vont plonger, des touristes ou d'autres personnes, et surtout les locaux, pour récupérer cette information. Alors il faut savoir que pour les scientifiques, c'est quand même de l'information qui est difficile à traiter, parce qu'on aime bien en fait avoir des données qui sont bien structurées, qui sont faites de la même manière, avec des mêmes compétences, etc. Là on a quand même de la donnée qui est en masse, issue de différents observateurs, différentes personnes. Et donc c'est plus difficile, c'est différent. Il faut traiter cette donnée-là différemment. Mais en tout cas, c'est une tendance. C'est-à-dire que ce monsieur-là, un jour, probablement, avec son smartphone, quand il reviendra de sa plongée, il pourra dire j'ai vu un blanchissement à cet endroit-là, il n'y avait plus de troca à cet endroit-là, alors qu'il y en avait dans un autre, etc. Et ça alimentera probablement la réflexion des scientifiques. Donc il est déjà tard, donc je vais passer la parole quasiment sans transition à mon ex-hip-hopper. Donc bonsoir tout le monde. Moi je me présente, je m'appelle Ludovic Mahé et je suis en 2e année de UTMMI. Du coup, c'est le métier du multimédia de l'internet. Et du coup, je vous invite à regarder ensemble la capsule qu'on a faite l'an dernier. Je suis né le 2 octobre 1938. Je suis né ici à Huawei. J'ai grandi à la tribu. Et voilà, ça a vraiment changé. Maintenant, là, on ne peut plus. On ne peut pas planter tout ce qu'on plantait dans le temps quand j'étais jeune.
On va planter, mais ça ne pousse pas. Je ne sais pas, c'est trop sec. Hein? Avant, on savait quand c'était l'hiver et on savait quand c'était l'été. On sait quand c'est la saison de planter le café et puis de cueillir le café. La canne à sucre, il n'y en a plus. Ça ne pousse plus comme avant, ça pousse facilement comme ça. Là. Tout ce qu'on plante maintenant, c'est des plantes qu'on plante avec les engrais ou qui viennent de l'agriculture et tout ça. Là. Mais ce n'est plus les plantes du pays, quoi. Ce n'est plus ça. Parce qu'avant, on ne savait pas ce que c'est l'engrais. On plantait comme on voulait. Parce que la terre, elle était riche, elle était bonne. Je me rappelle de mon grand-père, le jour de ce dernier jour quand il allait mourir. Parce que lui, c'était le chef de la tribu. Dans ces derniers jours, il a invité toutes les tribus, il a fait le moral. Il recommandait aux gens de faire attention à la nature, de ne pas trop bousculer, de respecter la nature. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi et c'est ça qui perturbe tout, quoi. Je ne pense pas à tous nos enfants qui vont venir derrière. Que je peux dire, mais bon, ben, la question que je pose, je dirais simplement que eux comme c'est des gens qui font des études et tout ça, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Qu'est-ce qu'ils proposent à la place du changement? Quand les choses ne changent pas, ou quand ça ne pousse pas, ou quand ça ne vient pas. Est-ce qu'ils peuvent nous donner une réponse? Alors c'est toujours très difficile pour vous d'entendre des questions aussi directes. Je vais passer la parole à Clément Gandet de la Chambre d'agriculture. Alors, moi ce que j'ai envie de dire en introduction, c'est qu'en fait la question que se pose cette dame, il y a beaucoup de gens qui se la posent en Calédonie, dans la région et dans le monde entier, quoi. Pour dire que je vais prêcher pour ma paroisse, l'agriculture c'est un peu la base de notre civilisation, puisqu'elle nous fournit de la nourriture, la pharmacopée, les vêtements qu'on porte. Et les émeutes de la faim, ce n'est pas des fantasmes. Il y a eu il y a quelques années la déstabilisation de certains pays du Moyen-Orient et il n'y a pas beaucoup de personnes qui font le lien avec l'augmentation du prix du blé, etc., qui était la base de l'alimentation. Donc aujourd'hui, l'agriculture, dans les années à venir, va être obligée de fortement muter et de s'adapter en fait, à ce changement, puisque ce qu'elle a évoqué, c'est effectivement et ça revient un peu avec l'introduction qu'on a eue sur les évolutions des températures, du régime des précipitations. Donc il y a des modifications des repères et les pratiques agricoles qui existent aujourd'hui, en fait, c'est l'accumulation de savoir, de connaissances et qui se sont faits sur des pas de temps de modification des conditions beaucoup plus lents que ce qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, on avait les agriculteurs ou les agronomes, etc., avaient le temps de s'adapter, les conditions ne bougeaient pas aussi vite. Donc aujourd'hui, c'est clairement, aujourd'hui, l'agriculture va devoir s'adapter pour continuer à produire. Et c'est un enjeu de civilisation, parce que c'est la base, comme je disais tout à l'heure, de notre société. Si on ne mange pas, c'est le début des conflits. Ensuite, l'agriculture va aussi devoir s'impliquer, parce qu'elle est, comme je le disais, elle dépend des conditions climatiques. Donc évidemment, les plantes, en fait, une plante, c'est une usine à fabriquer de la matière organique qui utilise de l'eau et qui fonctionne avec l'énergie solaire. Et qui du coup a besoin d'évaporation pour faire circuler l'eau et faire fonctionner un peu l'usine plante. Et aujourd'hui, s'il y a des problèmes d'humidité, de manque d'eau, c'est la production de matière organique, donc de nourriture, qui ralentit. L'évolution des températures et des précipitations, ça joue aussi sur les ravageurs. Ça déséquilibre les équilibres entre la faune, donc au niveau des insectes, des auxiliaires, des ravageurs. Donc du coup, on a des problèmes de déséquilibre. Et donc, du coup, des attaques, il y a 2 ans, on a eu des grosses attaques de pucerons en Nouvelle-Calédonie qui étaient directement liées à des problématiques de température. Donc, des températures élevées, de la sécheresse, on a des explosions de pucerons et donc qui détruisent pas mal de récoltes. Et du coup, donc c'est toute cette remise en place un peu des systèmes agricoles. Il y a des réflexions sur revenir à des systèmes plus intégrés avec des croisements d'espèces, limiter la monoculture, revoir, ça a été montré dans le petit film introduction, revoir les espèces plantées, qui soient plus adaptées et qui soient surtout plus résilientes ou plus malléables. Alors après, c'est facile à dire, mais après, c'est un des gros enjeux. C'est pour ça qu'il y a des conservatoires des variétés, des espèces qui existent et qui justement sont testées pour voir lesquelles sont les plus résilientes. Et puis enfin, je dirais aussi l'agriculture, elle est aussi responsable en partie du changement climatique, puisque c'est quand même une des activités qui produit aussi beaucoup de gaz à effet de serre, donc elle doit aussi s'adapter
par les pratiques. On a des pratiques qui permettent de capter le CO2 dans les sols, donc c'est à développer. Il y a les sources d'énergie. L'agriculture consomme de l'énergie, mais elle peut aussi en produire, si on valorise mieux la matière organique. Donc elle a aussi un rôle à jouer. Elle doit s'adapter, et elle doit s'adapter pour produire, mais également pour réduire son impact. Donc en fait, j'ai pas la réponse à la dame, mais c'est plus de dire beaucoup de gens se posent cette question, et c'est un des enjeux des décennies à venir. Donc c'est encore un autre point sous surveillance. Y a-t-il des questions parmi vous sur cette relation entre la tendance du changement climatique et les pratiques agricoles? Non? Donc je vais proposer la clôture de la session parce qu'il est déjà 21h15. Donc Gilles, je te redonne la parole. Bon, merci à tout le monde d'être resté jusqu'à cette heure-là. Bon, je pense qu'on a passé une soirée très agréable. J'espère qu'on a répondu, on a essayé de répondre à vos questions du mieux qu'on a pu toujours. Les questions sont difficiles. Ça montre que dans l'état actuel des connaissances, c'est extrêmement difficile de répondre à des questions simples parce que les phénomènes sont très complexes. Et donc, avec le temps et la recherche et du travail, on arrivera à apporter des réponses avec des analyses prédictives, des modèles prédictifs qui pourront dire ce qui va se passer. Alors, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On va faire les choses à l'envers. Je suis désolée, je vais me permettre de conclure. Donc, du coup, Gilles Durieux, professeur de l'UNC, qui a organisé tout l'événement des sciences, de la nuit de la science ce soir. Je pense qu'il mérite un gros applaudissement. À côté de lui, notre spécialiste climatologue océanographe Christophe Menkès de l'IRD. Riccardo Rodolfo Metalpa, comme son accent ne le dit pas, qui vient d'Italie. Biologiste marin à l'IRD. Clément Gandé de la Chambre d'agriculture. Morgan Manjas, modélisateur, mathématicien, je me trompe, de l'IRD, voilà. Et parmi nos ambassadeurs qui se sont présentés, voilà, des jeunes de la seconde jusqu'aux premières années de fac, DUT, BTS, qui ont tous fait leurs vidéos avec ça. Et je vous présente également Nicolas Soou-Ngani. Et la question qu'il posait sur les récifs, elle est tout à fait justifiée parce qu'il vient du Togo. Il est volontaire international de la francophonie. Donc, s'il y a des jeunes parmi nous qui veulent de l'expatriation, n'hésitez pas. C'est actuellement les candidatures. Allez voir sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça vaut vraiment la peine. Et c'est le moment ou jamais de voyager et de découvrir le monde. Donc, si vous voulez rejoindre le réseau, Gilles, tu veux bien que je passe mon petit teaser sur comment filmer avec son smartphone? On fait une formation en ligne qui va commencer au mois de novembre. Et si ce type de projet de témoignage vous intéresse et que vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, quels que soient vos âges. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore.